Bonjour à tous et bienvenue dans cet Actu Show numéro 15 spécial achat de Noël dans lequel nous allons parcourir un petit peu tout ce qui se fait de geek et de technophile qui pourra se retrouver sous votre sapin. Alors nous allons commencer tout de suite ce guide par l'achat des téléviseurs, toujours un grand poste de dépenses en cette fin d'année. Et je vais vous présenter trois modèles qui ont retenu mon attention. Trois modèles vraiment techno et vraiment intéressants. Alors le premier, c'est le Panasonic TX P42 ST50E. Comme vous pouvez le voir sous ce nom barbare, c'est un téléviseur de type plasma, donc avec un P, et le 42 c'est un 42 pouces, donc il est aussi disponible en 47 et 50 pouces, ce sont les mêmes caractéristiques à chaque fois. J'ai gardé le modèle 42 pouces pour son prix quand même relativement attrayant qu'on peut trouver entre 750 et 850 euros. Pourquoi j'ai retenu ce modèle parce que en fait c'est un modèle donc aussi toujours 3D, donc j'ai dit plasma, donc ce qui nous donne des images très réactives au niveau de termes justement de changement sur les changements de plan. Nous avons aussi une très bonne vision sur les angles, c'est un téléviseur très ouvert, vous n'avez pas une décoloration si vous regardez un petit peu de travers. Les fonctions connectées, que ce soit le DLNA ou les petites applications installées sur votre PC, ouais, je me trompe déjà, sur votre téléviseur sont aussi présentes. Il est excellent en 3D, il n'y a pas le phénomène de crosstalk que l'on voit sur certains téléviseurs 3D n'est pas présent sur celui-là. Et puis surtout, il a une image, un gamma de couleurs qui peut être absolument parfait si on obtient les bons réglages, ce qui n'est pas le cas de tous les téléviseurs, même en mettant des réglages avancés. Donc ça c'est mon premier choix pour le guide téléviseur de 2012. On peut noter par contre deux choses un petit peu moins intéressantes. Notamment le prix des lunettes 3D, parce que donc c'est un téléviseur en 3D passive, donc les lunettes ce sont des lunettes actives, et les lunettes ne sont pas livrées avec le téléviseur, et il faut compter environ 280 € la paire de lunettes, ce qui n'est vraiment pas donné. Donc attention à cela. Et puis aussi la consommation, car la consommation des plasmas est un peu plus élevée, donc si vous êtes sensible à ce sujet, ce n'est peut-être pas le meilleur choix pour vous. Donc passons à mon second choix, le Sony 46HX850 ou 855. Il y a deux déclinaisons de ce téléviseur. Les performances sont à peu près les mêmes. La seule différence, c'est un tuner de décodage plus récent pour le 855, notamment sur les canaux satellites cryptés. Mais enfin vraiment, il faut regarder les fiches techniques si vous êtes confronté à ce choix. C'est vraiment uniquement sur ce décodage de chaîne en plus qui a priori n'est pas encore présent en Europe, donc c'est pour ça que j'ai laissé le 850 en version de base. On peut dire que le prix conseillé de ce téléviseur est un peu plus élevé, autour de 1100 €. Moi je l'ai choisi pour deux choses, notamment pour son design, donc le pied qui fait office aussi de haut-parleur ou de support mural est vraiment très joli, et le téléviseur est légèrement incliné sur son pied, donc nous avons une inclinaison de 6 degrés. Au niveau de l'image, nous avons une dalle PVA, un gamma qui est aussi proche du parfait lorsqu'on fait les bons réglages. Toujours au niveau des gros plus, nous avons une consommation électrique réduite parce que c'est un téléviseur LED. Au niveau du design, nous avons une large bordure, donc si vous faites partie des gens qui préfèrent les téléviseurs avec une bordure noire, c'est sur celui-là qu'il faut se diriger, car la tendance actuelle c'est vraiment des bords très fins. Nous avons aussi un très bonne vue angulaire, pareil que le plasma d'avant. Vous pouvez être un petit peu décalé par rapport à la télé, ça ne posera pas de souci. Nous avons un processeur 800 Hz, donc une fluidité d'image aussi très réactive. Et aussi le nouveau processeur X-Reality de Sony pour la mise à l'échelle qui est vraiment performant, notamment si vous regardez des émissions qui ne sont pas en HD, le processeur fait que vous n'allez pas avoir un effet de pixelisation trop important. Au niveau des moins, pareil que précédemment, il n'y a pas de lunettes fournies avec le téléviseur, mais comme c'est un téléviseur 3D actif, les lunettes sont quand même moins chères. Il faut compter uniquement dans la soixantaine d'euros pour en trouver.
Passons à notre troisième choix, et donc dernier sur le podium, le Samsung UE46 ES 7000. Donc là nous avons un téléviseur aussi de 46 pouces. Le prix conseillé public est quand même un petit peu plus cher, donc vers les 1500 euros. Pourquoi j'ai choisi celui-là? Aussi parce que nous avons donc un design intéressant. Donc lui c'est le contraire du Sony, c'est vraiment un bord ultra fin comme vous pouvez voir, 5 mm d'épaisseur le cadre. Vous avez des petits services connectés aussi à foison, et aussi surtout une webcam et un contrôle à la voix intégré. Donc bon, ça peut faire un peu gadget, mais si vous faites du Skype, si vous n'avez pas de si vous n'avez pas de tablette ou de PC connecté, si vous avez envie de faire du Skype avec je sais pas, vos parents, vos fistons ou des connaissances ailleurs, vous pourrez utiliser ce téléviseur pour faire du Skype, ce qui est quand même ma foi intéressant. La télécommande aussi est intéressante car elle possède un pavé tactile, donc c'était aussi un plus pour naviguer dans les menus. Lui aussi on peut avoir un rendu d'image proche de la perfection au niveau des couleurs une fois qu'on passe en paramètres avancés. Et c'est donc aussi un téléviseur, aussi je relis mes notes en même temps, désolé, c'est un téléviseur aussi 3D Active, comme tous les Samsung, ce qui nous donne... qu'est-ce que je voulais dire ça? Ce qui nous donne... Qu'est-ce que nous 3D Active? Oui. Et non, par rapport aux deux autres, c'est ça ce que je veux dire, c'est que nous avons 2 lunettes fournies avec le téléviseur, et que la paire de lunettes supplémentaires tourne autour des 20 euros. Donc ce qui est quand même intéressant si vous devez fournir toute la famille en lunettes 3D. Le côté moins, c'est que c'est une dalle très brillante, donc sujette au reflet. Le Sony d'avant aussi était une dalle brillante, mais avait un traitement un peu plus performant dessus, ce qui permettait d'être moins sensible au reflet. Et puis je l'ai mis en troisième position aussi à cause du prix, car 1500 euros c'est quand même une légère somme. Donc voilà pour le tour des téléviseurs. Nous allons passer à un second guide, le guide des smartphones. Cette fin d'année est quand même assez chargée au niveau de l'actualité smartphone. Donc on va faire un petit tour, je vous ai présenté mon top 4 cette fois-ci des smartphones. J'ai pas mis des prix parce que bon, ça dépend tout de l'abonnement que vous allez mettre avec, etc. Je ferai un petit classement au niveau des prix aussi en fin de rubrique. Donc les 4, le top 4. Mon top 4 commence par un téléphone Android qui est le Google Nexus 4. Alors malheureusement, je n'ai toujours pas pu le tester car ce téléphone est en rupture de stock un peu partout dans le monde. LG et Google, en priori, n'ont pas fait de stock de provisions suffisantes, et donc c'est un peu absolument la croix et la bannière pour en attraper un. Donc il fait quand même partie du guide parce que c'est le dernier né des terminaux Nexus, donc ce qui permet d'avoir la dernière version d'Android à jour pour au moins 1 an et demi, ce qui n'est pas négligeable quand on sait que les autres constructeurs généralement oublient de faire des mises à jour. Donc c'est le téléphone à privilégier si vous voulez avoir un téléphone toujours à jour. On peut aussi quand même citer son prix, entre 300 ou 350 euros sans abonnement, ce qui est vraiment un prix canon pour un téléphone de cette gamme-là. Le suivant, c'est le Motorola Razr HD ou Razr Max aussi dans sa déclinaison grosse batterie. Pourquoi j'ai choisi celui-ci? Car depuis son rachat par Google, Motorola Mobility fait un effort conséquent sur la rapidité de mise à jour. Je l'ai choisi aussi parce qu'il est quand même relativement... c'est un design masculin, c'est un très bon téléphone, et Motorola a choisi de mettre en avant la batterie. Donc que ce soit le Razr HD ou le Razr HD Max, vous pouvez avoir un téléphone qui tient entre une journée ou 2 jours en utilisation assez intensive, ce qui n'est pas négligeable. Et puis bien sûr, il a toute la technologie intégrée, NFC, etc. et un bon appareil photo. Par contre, au niveau du prix, il est assez élevé, on le trouve autour des 400 euros, il me semble, donc sans contrat toujours. Le troisième, c'est le Galaxy S3, donc un peu le best-seller de Samsung. C'est le dernier né des Galaxy, c'est le modèle phare des Galaxy, le plus performant.
Il a un écran HD, il est disponible en de nouvelles couleurs, hein, que ce soit le gris titane, le black, le rouge ou le amber brown. Donc vous avez maintenant dorénavant 6 couleurs disponibles pour ce Galaxy S3, ce qui vous permet d'avoir un téléphone quand même associé à votre personnalité, on va dire, ce qui n'est pas négligeable dans cette flopée de téléphones noirs et blancs, tous qui se ressemblent tous, hein. Donc on peut saluer Samsung qui fait un effort sur les couleurs. Je l'ai mis en troisième position parce que bon, Samsung a toujours une fâcheuse tendance à mettre à jour uniquement son dernier modèle. Donc le Galaxy S3 reçoit en ce moment même la dernière mise à jour, mais dès le mois de mars, quand le Galaxy S4 sera annoncé, malheureusement j'ai peur que le S3 ne soit plus au centre des priorités de Samsung et donc soit un petit peu abandonné. Donc il faut quand même savoir ça, que Samsung c'est vraiment un peu le mauvais élève qui ne met à jour que vraiment les derniers produits. C'est un peu la croix et la bannière pour les consommateurs, j'allais dire lambda, qui n'ont pas envie de farfouiller dans les ROM, etc. pour installer des choses en plus. Mais c'est bon, c'est toujours quand même un très très bon téléphone avec des bonnes fonctionnalités, hein. Je vous invite à revoir mon podcast sur le Galaxy S3 si vous ne l'avez pas vu. J'ai mis un nouveau téléphone qui n'est pas un téléphone Android, c'est le Nokia Lumia 920. Pourquoi j'ai mis ce téléphone ? Parce que c'est un peu le retour sur le devant de la scène de Nokia, qui nous présente un téléphone différent, avec des coques interchangeables, hein. Donc on retourne sur un peu les anciennes façons de faire de la téléphonie, donc pouvoir mettre de la couleur comme on veut sur son téléphone. Il a des accessoires intéressants comme la recharge sans fil, etc. Il est équipé de l'OS de Windows, le Windows Phone 8, ce qui est aussi un bon OS, vraiment très différent, une prise en main un peu différente, mais qui va vraiment aller de pair avec le nouveau OS de bureau Windows 8. Et pourquoi je mets ce téléphone en avant ? Car c'est un des rares téléphones compatibles 4G, avec aussi le modèle 4G de Galaxy S3 et le Razr HD. Donc, excusez-moi, si vous voulez profiter de la 4G dans vos nouveaux forfaits qui vont arriver en France, à Lyon, Strasbourg, Lille, Paris un peu plus tard, et en Suisse à Lausanne, Zurich, Bâle, et puis dans certaines stations de ski. Donc c'est un peu vers ces trois téléphones-là qu'il faut se pencher, et le Nokia Lumia est vraiment un de ceux qui captent mieux la 4G. Donc si vous êtes un technophile ou si vous avez vraiment besoin de la 4G sur votre téléphone, pensez à regarder ce smartphone qui est vraiment intéressant. Donc voilà le guide des smartphones 2012, hein. L'actualité a été riche, donc j'ai vraiment fait uniquement un top 4 de mes coups de cœur de 2012. Donc vous pouvez forcément trouver autre chose si votre téléphone n'apparaît pas dans cette sélection. Toute autre chose, le guide des casques hi-fi. Là j'ai fait une sélection très très restrictive des appareils, enfin des casques hi-fi que je qualifierais un petit peu de nomades. Donc mon coup de cœur de cette année c'est vraiment le casque focal, le Spirit One. Donc j'ai craqué personnellement, j'en ai acheté un. C'est vraiment un très très bon casque qui a une qualité audio très neutre, donc c'est-à-dire qu'il n'amplifie pas ni les basses, ni les aigus, ni rien. C'est vraiment vous revivez la musique comme le compositeur l'a défini. On peut noter en plus que Focal a sorti un modèle blanc récemment, donc qui est assez joli. Moi je possède le modèle noir. Le modèle blanc est vraiment aussi très très intéressant au niveau graphique, hein. Peut-être plus féminin, je ne sais pas. C'est à vous de décider. Le prix aussi de ce casque hi-fi, vous allez dire 200€, c'est élevé pour un casque, oui, mais comparé à certains casques qui misent tout sur l'aspect commercial et moins sur l'aspect musique, hein. Je citerai par exemple les Monster Beats, c'est vraiment, à part le modèle studio, et encore même le modèle studio a vraiment
une prédominance sur les basses, donc qui est assez importante, et qui est un modèle beaucoup plus cher. Donc vraiment c'est un très très bon rapport qualité-prix dans un casque de très bonne qualité, que ce soit en termes de finition produit, en termes de légèreté et d'isolation, aussi en termes de packaging, hein, parce que le casque est fourni avec une petite sacoche de transport rigide et aussi un sac de transport en tissu. Donc vous en avez vraiment pour votre argent. La deuxième sélection, c'est Philips qui renouvelle toute sa gamme. Donc j'en ai gardé 2 dans cette gamme, le Fidelio L1 et le Fidelio M1. Donc comme vous pouvez voir sur les photos, ce sont vraiment 2 casques qui sont très très proches visuellement l'un de l'autre. Le L1 est peut-être un tout petit peu moins nomade, donc il tourne autour de 250-280 euros. C'est un casque semi-ouvert, la finition est vraiment exemplaire, il est mieux fini que il est encore mieux fini que le casque focal. Les câbles dans les écouteurs sont en spirale, ce qui permet de ne pas avoir justement de torsion ni rien, de faiblesse à ce niveau-là. L'arceau en cuir, enfin tout est vraiment très très bien sur ce casque. Il est un petit peu plus cher, donc c'est pour ça qu'il est que en deuxième place, mais au niveau qualité d'écoute, il est au-dessus du casque focal. Le Fidelio M1, c'est le petit frère en fait du L1, donc un casque un peu plus nomade, parce que le L1 est quand même assez imposant, il est quand même moins transportable, il faut avoir vraiment une sacoche, le L1, pour le transporter, etc. Le M1 c'est plus un casque nomade, son prix aussi un peu plus doux, aux alentours des 180-200 euros. La différence sonore, il est un tout petit peu moins bon que le L1, un peu de par sa construction, même s'il partage quasiment 90% de ses composants. Il est un peu plus ouvert aussi au niveau de sa forme, ce qui fait que nous avons un peu une moins bonne isolation, mais n'importe lequel de ces 3 casques, que ce soit le focal, le L1 ou le M1, vous avez vraiment un très très bon confort d'écoute. Donc c'est un peu après à vous à les essayer en magasin ou au niveau du terme de design, de choisir lequel vous préférez. Mais en tout cas, si vous choisissez un de ces 3-là, vous ne serez certainement pas déçu par le voyage. Tout autre domaine, le guide 2012 des consoles. Donc ça va être assez rapide, car 2012, il y a eu un demi-drama. Donc c'est-à-dire qu'au niveau des consoles, nous avons un renouvellement de la Wii U, donc en fait qui sort la Wii U. Et comme vous le voyez, je ne commence pas du tout par cette console Nintendo, la Wii U, car pour moi je ne peux pas la conseiller à Noël, car c'est vraiment trop incertain de ce qui va se passer sur cette console. Elle est techniquement en dessous des consoles actuelles. Enfin, elle est juste au niveau de la Xbox et de la PS3. J'en reviendrai un petit peu plus tard sur ce choix-là. Donc, ce qui fait que nous n'avons pas une console tournée vers l'avenir. Le gamepad tactile est assez décevant. Et puis l'interaction entre... Vous avez un seul gamepad tactile, plus des inserts de manette. Les packs, c'est assez compliqué de s'y retrouver. Si vous achetez le pack basique, vous n'avez vraiment pas beaucoup d'espace disque. Il faudra que vous rachetiez une carte mémoire. Il faudra que vous achetiez aussi une sensor bar si vous n'avez pas de Wii U. Enfin, Nintendo a fait un peu un micmac sur la Wii U. Je la conseille pas vraiment pour Noël. En plus, les stocks diminuent à vue d'œil, ce qui est pas vraiment intéressant. Et elle est relativement chère. Elle est aux 350-400 euros quasiment. Donc c'est assez conséquent pour une console qui n'a pas une grande visibilité, je trouve. Et qui a pas vraiment de jeux exclusifs à part Zombie U des jeux Nintendo. Donc c'est un peu payer 400 euros pour jouer à des jeux Nintendo, c'est un peu dommage. Donc ce que je voulais revenir, c'était en fait sur les consoles portables. Nous avons la PS Vita qui s'est effondrée cette année, et par contre nous avons un décollage de la Nintendo 3DS, donc qui a sorti aussi un modèle 3DS XL qui est très bien fini, donc par contre qui est beaucoup plus imposant en termes de prise en main, et aussi surtout qu'on peut pester contre Nintendo qui n'a pas mis le deuxième stick, qu'il faut toujours acheter le petit accessoire pour un deuxième stick sur la console. Mais vraiment, cette console Nintendo 3DS
un parc de consoles vraiment installé important, et nous avons vraiment de nombreux jeux très très intéressants qui sortent dessus, que ce soit les Paper Mario, que ce soit des jeux RPG, que ce soit les Professeur Layton, et aussi le futur Professeur Layton Cross Ace Attorney qui va arriver dans pas très longtemps, aussi un vraiment très, très bon jeu intéressant. Donc si vous avez une console portable à acheter, dirigez-vous plutôt vers la 3DS ou la 3DS XL, qui sont en plus depuis la baisse de prix, qui sont vraiment abordables, et les jeux aussi qui sont assez abordables. La PS Vita est vraiment dans une sale période. Les éditeurs tiers ne développant pas dessus, c'est assez compliqué de voir son avenir. En termes de console de salon, donc je vous ai dit effectivement la Wii U, je la recommande pas pour l'instant. Peut-être en milieu d'année prochaine si les jeux exploitent vraiment les capacités de la Wii U. La seule console de salon que je recommande pour Noël, excusez-moi, je suis un petit peu enrhumé, c'est la PS3, surtout depuis qu'elle a baissé de prix encore. Donc vous avez le choix entre l'ancienne PS3 Slim ou la Ultra Slim que vous voyez à l'écran. Donc là, elle est disponible aux alentours des 200€. Et si je recommande la PS3, malgré qu'elle soit un petit peu en fin de vie, que soit l'an prochain, enfin à mon avis l'an prochain il y aura une annonce d'une nouvelle console, soit de Microsoft, soit de Sony, qui va arriver fin 2013 ou 2014, mais si je conseille quand même cette console, c'est parce que nous avons un parc de jeux vraiment impressionnant, que vous avez aussi sur la PS3 un lecteur Blu-ray. Si vous n'avez pas de lecteur Blu-ray, vous pouvez faire d'une pierre deux coups, contrairement à la Xbox. Donc vous avez un lecteur Blu-ray plus une console de jeu. Si vous avez une télé Full HD en plus sous le sapin, ça fait le combo total, 3000 points. Donc voilà, moi mes deux achats que je conseille en console, c'est soit la PS3, soit la Nintendo 3DS XL, si vous êtes un joueur intéressé par le nomade ou par l'aspect 3D. Aussi un petit peu toujours rayon des jeux, parce que les tablettes tactiles ont un gros potentiel de jeu. Je vais faire un rapide tour des tablettes tactiles. Je vais commencer par les tablettes tactiles 10 pouces. Donc mon coup de cœur de cette année, c'est la tablette Nexus 10. La tablette Nexus 10, c'est vraiment l'objet geek par excellence, c'est-à-dire c'est vraiment la tablette tactile avec la plus grosse résolution sur le marché. Elle est meilleure que l'iPad Retina, elle est moins chère que l'iPad Retina, et elle a une qualité de finition qui est comparable, et qui est vraiment, donc c'est vraiment un bel objet. Cependant, j'ai quand même un petit bémol à donner, hormis aussi le fait qu'elle soit difficile à trouver. Je crois qu'elle a une rupture de stock sur le store français, le Google Store français. Nous avons toujours un manque sur Android d'applications phares optimisées pour tablette, notamment en mode paysage, et ça c'est quand même dommage. Donc il y a ce petit bémol à mettre en place, mais c'est une tablette qui tourne autour des 400€ si je me rappelle bien, et c'est vraiment un bon rapport qualité-prix, puis surtout un écran magnifique si vous consultez beaucoup de pages web, de photos surtout, enfin si vous servez votre tablette comme cadre numérique, ou comme pour les photos, pour les PDF embarqués, pour les films aussi, parce que donc du coup nous avons une résolution qui est supérieure au Full HD, donc c'est comme objet multimédia, c'est vraiment intéressant. Sinon, nous avons un petit top 3, un vrai top 3, je vais dire, parce que Nexus 10 n'étant pas forcément disponible. Donc, dans mon top 3 tablettes, nous avons 3 tablettes Android. J'ai fait l'impasse sur l'iPad Retina, uniquement à cause du prix, car je le trouve trop cher en fait pour les fonctionnalités qu'il apporte. Donc, je vous conseille ces 3 tablettes. Alors, le top 3, en première position, nous avons donc la tablette Galaxy Tab Note, la Galaxy Note Tab 2, enfin je sais plus l'ordre, mais en gros c'est la Galaxy avec stylet, et le modèle 2, qui est vraiment, qui de toute façon en plus vous le voyez certainement, il est semblable en termes de design au Galaxy Nexus 10, donc avec les haut-parleurs sur le côté, ce qui vous donne vraiment
une bonne sensation sonore. C'est vraiment la meilleure tablette au niveau des haut-parleurs 10 pouces. Et le stylet qui offre vraiment une facilité de prise en main de la tablette, que ce soit pour les gens qui n'ont pas l'habitude des tablettes ou même pour les gens qui en ont l'habitude. C'est vraiment le stylet, c'est quand même vraiment un accessoire très important et vraiment qui facilite la vie. Donc mon top 1, c'est la Samsung Galaxy Tab Note 10 pouces 2. Donc ça, c'est vraiment un nom à coucher dehors qui nous ont sorti, mais bon bref. En deuxième position, nous avons la Asus Transformer Infinity, donc avec toujours la série Transformer. C'est des tablettes qui ont la possibilité d'avoir un accessoire de type clavier qui contient une batterie, qui vous permet de faire tenir votre tablette beaucoup plus longtemps, puis d'avoir un espèce de mini notebook. Donc je l'ai mis pas forcément pour l'aspect clavier, mais uniquement pour l'écran, parce que c'est une des rares tablettes à avoir un écran Full HD. Donc c'est vraiment un écran agréable pour tout ce qui est multimédia et lecture sur le web. Donc on se rapproche de l'iPad Retina en termes de confort de lecture. Sinon, à part ça, il n'y a pas grand chose à en dire. C'est une tablette avec un Android assez standard. Asus fait vraiment des efforts pour mettre à jour ses produits. Donc si vous choisissez cette tablette, elle sera mise à jour assez rapidement. Et si vous choisissez la Galaxy Note 2, vous serez aussi mis à jour assez rapidement, parce que Samsung met quand même à jour ses tablettes, enfin, en tout cas les derniers modèles, assez rapidement à jour. Le challenger en troisième position, c'est Sony avec sa Xperia Tablet S. Alors pourquoi j'ai choisi cette tablette? C'est pas pour son design. En fait, contrairement aux deux autres qui sont des tablettes 10 pouces qui sont quand même amenées à voyager, la Xperia Tablet S, c'est vraiment la tablette qui va être dans le salon, qui va pas bouger du salon. Pourquoi? Je m'explique. Car elle a un capteur infrarouge qui permet de piloter toute votre installation numérique, Hi-Fi et télévisuelle. Elle a donc une connectivité accrue avec les services Sony, que ce soit les services sans fil DLNA. Vous pouvez envoyer vos photos sur le téléviseur, envoyer vos vidéos sur le téléviseur en un geste. Vous avez aussi, et c'est intéressant à noter, un emplacement carte mémoire full SD. Donc c'est vraiment la carte qui est compatible avec votre appareil photo. Donc vous pouvez utiliser la carte de votre appareil photo directement dans votre tablette pour visionner vos photos, etc. Donc il y a le capteur infrarouge, comme je le disais, et surtout au niveau logiciel, ils ont fait le mode invité, ce qui est vraiment un manque sur toutes les autres tablettes actuellement. Quand vous passez votre tablette à quelqu'un, et ben il a accès à vos emails, à votre historique web, enfin il a accès à votre vie. Et Sony a eu l'intelligence de mettre un mode invité. Donc vous pouvez définir un mode utilisateur secondaire, enfin même plusieurs modes utilisateurs, et dont un mode invité qui permet d'avoir uniquement certaines applications et pas vos données. Donc c'est quelque chose de très intéressant. C'est pour ça que c'est vraiment la tablette du salon que vous pouvez prêter aux gens de passage pour aller sur internet, pour faire un jeu par exemple, mais qui n'ont pas accès à vos emails et à vos données personnelles. Passons aux tablettes plus petites, aux tablettes 7 pouces. Alors de toute façon là ça va être rapide, il n'y a que deux. Donc l'iPad mini, donc le nouvel iPad mini qui est quand même un bel objet, bien fini et tout, qui est malheureusement un petit peu cher. Et l'Asus Nexus 7, donc le dernier né de la première tablette Nexus de Google, je voulais dire, qui est en rapport qualité-prix juste imbattable. Donc la Nexus 7 est disponible en trois finitions, 16 Go, 32 Go ou 32 Go plus 3G. Donc ça part de 200 €, 250 € et 280 € je crois. Alors que l'iPad mini lui commence à quasiment 350 € si je me rappelle bien, pour 16 Go, plus après il faut rajouter quasiment 100 € pour le 3G et 100 € par 16 Go supplémentaires. Donc il faut faire votre choix.
Si c'est un choix de budget, si votre budget, je dirais, est illimité, ça sera la Nexus 7. Elle fait vraiment le job. Et contrairement à ses grandes sœurs en 10 pouces, vu qu'on l'utilise beaucoup plus en mode portrait, même si les applications ne sont pas optimisées tablette, c'est beaucoup moins pénalisant. Donc le catalogue Android est vraiment important et surtout bien utile sur cette tablette. Donc au niveau de tablette 7 pouces, j'ai pas grand chose à dire, il n'y a vraiment que ces deux tablettes qui se démarquent du marché. Donc, et en plus les deux sont en stock, donc vous pouvez facilement faire vos courses un peu partout. Au niveau cadeau, tablette, accessoires, je vais uniquement citer celui-là, Norev, la gamme Norev qui fait des étuis de protection. J'ai récemment craqué pour un étui pour ma Nexus 7 et c'est vraiment un packaging magnifique et un produit certes un peu cher mais fait à la main tout en cuir et très très joli et très très fonctionnel, contrairement aux autres protections de tablettes que j'ai pu voir, notamment la protection Asus en plastique qui est vraiment qui fait le job mais qui est vraiment limite quoi. Donc celle-ci coûte 2 fois le prix mais les vaut vraiment. Donc vous avez un produit en cuir, vous avez, comme vous pouvez le voir sur la photo, la protection a un mode qui permet de vous mettre en mode de la tenir en mode paysage facilement avec deux positions. Le rabat contient un aimant, ce qui permet aussi de mettre en veille la tablette à chaque fois que vous la fermez et qu'elle se rallume automatiquement quand vous l'ouvrez. C'est vraiment un beau produit. Il faut compter quand même 15 jours pour les livraisons, donc si vous voulez l'avoir pour Noël, il faut vraiment vous dépêcher. Mais sinon, à part ça, ça va quoi. C'est un produit magnifique et un cadeau qui sera apprécié sous le sapin. Un dernier mot de ce guide de 2012 d'achat de Noël, un petit peu sur les PC portables. Au niveau des PC, je peux pas faire vraiment un conseil d'achat parce que les PC de bureau sont vraiment trop nombreux. C'est assez dur de s'y retrouver. Par contre, quel que soit votre budget, il faut pour un PC bureau ou un PC portable, j'ai mis la config minimum, c'est-à-dire un Core i3, 4 Go de RAM, 500 Go de disque dur. Pensez à avoir la version de Windows 8. Et pour les écrans de portable, il faut au moins 1400 par 800 pour pouvoir bénéficier des nouvelles fonctionnalités de Windows 8. Donc ça, c'est vraiment la config minimum pour que vous ne soyez pas un PC déjà tout de suite dépassé. Le Core i3, c'est vraiment le minimum. Si c'est un PC de bureau, ce sera un Core i5, i7 d'office. Donc, sinon, après, je voulais vous parler un petit peu de la gamme Apple. Si vous êtes intéressé par un ordinateur Apple, cette année, je recommanderais uniquement 3 modèles. Donc, le 13 pouces normal, le portable 13 pouces d'Apple qui est vraiment qui est assez cher, mais qui a un bon pied d'entrée dans la gamme Apple. Le 15 pouces Retina, si vous avez les moyens, c'est vraiment le 15 pouces Retina, c'est vraiment un très bon portable, très performant. Par contre, comme j'avais dit sur mon podcast, sur le 15 pouces Retina, il faut prévoir ses options d'entrée de jeu, car rien n'est changeable dans ce portable. Et si votre budget ne le permet pas, le 15 pouces normal. Je ne recommande pas pour l'instant l'iMac, que ce soit le 21 ou le 27 pouces, parce que déjà les stocks seront insuffisants, et puis même si c'est un très beau produit, les composants qu'ils ont mis à l'intérieur vous obligent à prendre vraiment des options qui ne sont pas utiles pour un PC de bureau. Donc c'est-à-dire ils vous obligent quasiment à prendre le Fusion Drive à un prix qui est pour ma part scandaleux. Donc c'est pour moi l'iMac n'est vraiment plus vraiment le modèle bon marché d'Apple et le meilleur rapport qualité-prix. Donc c'est dommage. Le Mac Mini est un bon ordinateur, mais c'est pareil, je le conseille pas parce que si vous achetez un Mac Mini, donc il est livré sans écran, sans souris, enfin il y a un ensemble de choses à racheter à côté qui fait que c'est vraiment pas forcément rentable si vous les avez pas.
Et puis pareil, le disque dur à l'intérieur est vraiment trop limite, il faut tout de suite le changer. Donc si vous êtes bricoleur et que ou si vous avez envie de faire un cadeau à un geek bricoleur, vous pouvez lui offrir un Mac mini et le kit pour le double upgrade avec 2 disques SSD à l'intérieur, ce qui n'est pas très cher et qui est vraiment moins cher que sur l'Apple Store. Mais sinon, dans la gamme Apple, les trois ordinateurs à recommander, c'est le 13 pouces normal. Le 13 pouces Retina n'est pas vraiment une bonne affaire. Le 15 pouces Retina ou le 15 pouces normal qui lui bénéficie d'un lecteur optique. Effectivement, ça a signalé. Le 15 pouces Retina n'a pas de lecteur optique. Donc voilà pour ce guide d'achat de Noël. Si vous avez des questions par rapport à des PC, vous pouvez me contacter directement sur mon Google Plus ou mon Twitter, ou me contacter pour un service de personnalisation de PC ou comment dire, que je vous conseille personnellement si vous êtes sur la région neuchâteloise. Sinon, voilà, passez de bonnes fêtes, ça sera mon dernier podcast de l'année, je pense. Dépensez pas tous vos sous dans des achats irréfléchis. Et puis, donc voilà, passez de bonnes fêtes. On se retrouve l'an prochain. Suivez-moi sur Google Plus ou Twitter. Questionnez-moi, mettez des commentaires, ça me fait plaisir. Et puis à l'an prochain.